OK? Donc, en s'attachant sur les CD4, les anticorps monoclonaux, eh bien, le virus n'aura pas de point d'attachement. Et en absence de ce point d'attachement, le virus peut être présent, mais ce virus-là va nécessairement être détruit parce qu'il va être opsonisé et après opsonisation, les cellules destructrices vont les phagocyter et détruire le virus. Donc, en utilisant les anticorps monoclonaux ici, donc on voit comment, en fait, on peut combattre le VIH, qui est un problème majeur dans notre pays. Et puis, il y a un peu plus récemment le traitement contre Ebola et le SARS-CoV-2 ou COVID-19, où on a utilisé des anticorps monoclonaux contre Ebola, contre le COVID-19, pour pouvoir neutraliser l'infection microbienne. Okay? Donc, vous voyez que ici, non seulement on peut utiliser l'immunothérapie contre les cancers, mais on peut également utiliser l'immunothérapie contre les maladies infectieuses. Question maintenant, et question qu'on ne va pas nécessairement aborder dans le cadre de ce PowerPoint. La question que je vous pose, c'est la suivante. Si on peut utiliser des anticorps monoclonaux contre l'anthrax, contre le VIH, contre Ebola, contre COVID-19, la question est de savoir, on peut aussi utiliser des anticorps monoclonaux contre quelles maladies infectieuses qui sont prévalentes chez nous. Et la question que j'ai envie de vous poser également, c'est quelles sont les maladies infectieuses qui sont prévalentes chez nous? Est-ce que euh, on peut faire un inventaire rapide de 3 ou 4 maladies infectieuses qui sont prévalentes chez nous? La question est à toute la classe. Quelles sont 3 ou 4 maladies infectieuses qui sont prévalentes chez nous? Même s'il y a l'hépatite C. Il y a l'hépatite C. Monsieur, il y a l'HPV. Le HPV. Monsieur, Mpox au Congo. Mpox au Nous sommes en Congo. Afrique. Nous sommes en Afrique subsaharienne. Oui, c'est vrai. Donc, on peut étendre en Afrique subsaharienne. C'est important parce que on peut se dire que oui, on n'a pas de cas de Mpox au Gabon, mais entre le Congo et le Gabon, est-ce qu'on n'a pas de Mpox parce qu'on n'a pas cherché ou bien on n'a pas de Mpox parce que c'est limité au Congo? Moi, j'ai vécu à Franceville et je peux vous dire que on échange beaucoup entre les deux Congos et donc c'est effectivement quelque chose à considérer. Et quoi d'autre qui peut vous venir à l'esprit? Virus Ebola, monsieur. Oui, bon, on a déjà parlé du virus Ebola puisque on l'a ici dans notre présentation.
Quelle maladie? Monsieur, le paludisme. Le paludisme. Alors, j'étais un peu... je me posais des questions. Pourquoi vous ne parliez pas du paludisme? Parce que combien d'entre vous n'ont jamais vu quelqu'un qui a eu le palu autour d'eux? Est-ce que vous pensez que le traitement immunothérapeutique, immunothérapeutique du palu est quelque chose qu'on peut essayer de regarder de près ou qu'on devrait essayer de regarder de près? Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur, on n'a pas saisi. Est-ce que vous pensez que l'immunothérapie pour le traitement du palu, c'est quelque chose qui nécessite notre attention ou notre intérêt? Oui, monsieur. Maintenant, la question qui se pose, c'est, connaissant ce que nous avons appris, est-ce qu'il y a déjà des mécanismes qui existent au niveau de l'immunothérapie contre le palu ou est-ce que c'est encore à développer? Ça, c'est une question qui nécessite un peu de recherche. Et ce que je voudrais faire en réalité, c'est vous pousser à regarder autour de vous et regarder les maladies infectieuses qu'il y a autour de vous et vous poser la question, est-ce qu'on a une approche d'immunothérapie pour traiter ces maladies-là? OK? Monsieur, Je vais il y a une parler. étudiante qui a une préoccupation. Monsieur, Oui, allez-y. je n'ai pas compris lorsque vous avez validé la question de l'autre étudiant qui disait que le paludisme, on peut guérir le paludisme, on peut traiter le paludisme avec l'immunothérapie. Je n'ai pas compris un peu l'explication par rapport à ça. C'est quoi le rapport? Parce que je pense que l'immunothérapie, c'est dans un cadre de cancer en fait. Pas forcément. Très bonne question. OK. OK, allez-y. J'ai entendu quelqu'un réagir. Monsieur, moi, à mon avis, bon, je dis que pas forcément. OK. Et pourquoi vous pensez pas forcément? Allez-y. Monsieur, si on applique une thérapie, bon, une immunothérapie dans le cas du paludisme, ça peut causer une anémie parce que la technologie va attaquer les cellules en fait. Va attaquer quelle cellule? On appelle ça les globules rouges dans le dos. Les cellules sanguines, les cellules sanguines, monsieur, les cellules sanguines. Les cellules sanguines. Monsieur, OK. La question, c'est de savoir, vous-même, si vous... attendez. Si vous dites que ça va créer une anémie parce que les cellules, parce que le traitement va attaquer les globules rouges, la question est de savoir quelle est l'approche qu'on utilise en immunothérapie? Parce que lorsque vous dites que ça va attaquer les globules rouges, comment est-ce que vous vous imaginez que ça va attaquer les globules rouges? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme traitement immunothérapeutique pour que ça attaque les globules rouges et non pas le Plasmodium falciparum? En d'autres Monsieur, termes, oui.
Monsieur, un Oui. traitement immunothérapie va nous permettre de cibler de façon spécifique les antigènes, les cellules infectées. Et nos anticorps vont venir attaquer ces cellules-là. Et comme je dis que ça va favoriser l'anémie, c'est pour dire que le mécanisme de développement de Plasmodium falciparum se fait au niveau des, comment on appelle ça, des cellules du foie, tout ça. Hépatique. Dans les cellules hépatiques. Donc, non seulement ça va venir attaquer les cellules hépatiques, mais ça va aussi attaquer les cellules sanguines. OK. Alors, je vais vous poser une question. On va revenir ici au niveau du traitement du VIH. Alors, c'est quoi l'hôte, la cellule hôte du VIH, du virus? Le LTCD4+, monsieur. OK. OK. Donc, on est d'accord que la cellule hôte du VIH, c'est le CD4+, n'est-ce pas? Oui, monsieur. OK. Donc, dans le cas de l'immunothérapie contre le VIH, qu'est-ce qu'on cible? Monsieur, on cible les cellules du VIH, dont les CD4+. On cible les CD4+ à quel niveau? Grâce au complexe antigène-anticorps. Pardon? Il dit grâce au complexe antigène-anticorps. Au niveau des récepteurs, monsieur. Au niveau des récepteurs. Les récepteurs sont les récepteurs. Développez un peu plus. Développez un peu plus. Allô, Monsieur, oui, monsieur, oui, nous pouvons dire que c'est grâce au complexe antigène-anticorps. OK, mais simplement. je voudrais que vous développiez un peu plus. OK, lorsque vous dites, OK, c'est grâce au complexe En fait, monsieur, antigène-anticorps, bon, c'est trop vague. monsieur, nous pouvons dire que sur les anticorps, autour, il y a des récepteurs. Sur les LT, merci. Il y a des récepteurs qui vont favoriser la liaison. Oui. La liaison entre quoi et quoi? La liaison entre l'anticorps et l'antigène. OK. Alors, lorsque vous parlez de l'antigène, est-ce que vous pouvez définir quel est cet antigène-là? La GP120. La GP120. Maintenant, alors, regardez bien la slide. La slide dit traitement du VIH. D'accord? Attachement au CD4. Vous me suivez? Oui, monsieur. Les anticorps monoclonaux qu'on a fabriqués là, ils sont designés pour s'attacher au CD4. En s'attachant au CD4, ça empêche l'attachement du virus à la cellule. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, si le virus ne peut pas s'attacher sur le CD4, forcément, ce virus va être détruit par le système immunitaire. Vous me suivez? Oui, monsieur, ensuite. Maintenant, la question que je vais vous poser, si on revient au cadre de la malaria, du palu, est-ce que ce n'est pas possible d'envisager que
les Plasmodium falciparum soient rendus inaptes à s'attacher aux globules rouges. Parce que la question est de savoir comment est-ce que le Plasmodium falciparum rentre dans le globule rouge. Comment est-ce qu'il rentre dans le globule rouge? Est-ce que vous me suivez? Si on suit, on réfléchit un peu. Donc, la question est de savoir comment le Plasmodium falciparum rentre dans le globule rouge. Et on se pose la question, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est possible d'interférer contre son entrée dans le globule rouge? Est-ce qu'on peut utiliser les anticorps monoclonaux pour que ces parasites soient incapables de rentrer dans le globule rouge? Et s'ils sont incapables de rentrer dans le globule rouge en utilisant les anticorps monoclonaux, comment est-ce que ça va conduire à une anémie? Est-ce que c'est compatible? Et ça, ces questions-là sont les défis que le chercheur doit relever. Donc, vous avez parlé, bon, je ne sais plus qui a parlé de la possibilité d'anémie. Mais votre cible, ce n'est pas le globule rouge. C'est le Plasmodium falciparum. On veut interférer avec son entrée dans le globule rouge. La question, c'est comment on fait ça? Est-ce qu'on peut interférer avec son entrée et malheureusement, en même temps, créer l'anémie? Auquel cas, on n'a pas le meilleur traitement. Or, les anticorps monoclonaux sont assez spécifiques pour non seulement interférer contre l'entrée du Plasmodium falciparum dans les globules rouges, mais en plus, ils peuvent permettre l'opsonisation du Plasmodium. Et qui dit opsonisation dit transformation de ces parasites en cible pour les antigen presenting cells, les cellules présentatrices d'antigènes, qui sont les neutrophiles, les macrophages, les cellules dendritiques, pour ne citer que ces trois. En d'autres termes, oui, c'est possible d'utiliser l'immunothérapie pour, en fait, attaquer le palu, la problématique du palu dans la communauté. Donc, sur un plan du principe de base, c'est possible. Maintenant, sur un plan pratique, comment ça peut s'envisager, sachant que le Plasmodium falciparum a ce qu'on appelle une plasticité dans son expression génomique. En d'autres termes, lorsque Plasmodium falciparum vient dans le corps et vous avez vu l'immunopathogenèse et vous avez peut-être parlé du Plasmodium falciparum, qu'il a la possibilité de changer les molécules de surface entre le moment où il rentre et un peu de temps après son entrée dans notre corps. Le moment où on fabrique de nouveaux anticorps, lui, il est capable de changer ces molécules de surface. Vous avez parlé de ça? Oui, monsieur. OK? Oui, monsieur. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer des anticorps monoclonaux capables d'interférer avec ces mécanismes-là? Bien sûr. Oui? Je pense que pour répondre à cette question, il va falloir s'intéresser au cycle de développement du Plasmodium falciparum dans l'organisme.
Absolument. De ce que je sais, une fois qu'on est piqué par un moustique infecté par le plasmodium, une fois que le virus entre dans l'organisme, il va venir se développer au niveau des cellules hépatiques. Et je pense que c'est à cet endroit-là qu'on devra appliquer le concept d'immunopathogénèse pour, en quelque sorte, stopper la propagation de la maladie avant que ça ne passe par le sang. Parce que c'est justement lorsque le virus est déjà développé qu'il passe dans la circulation sanguine pour qu'un autre moustique vienne récupérer et on va à quelqu'un d'autre. OK. Alors, on va faire une petite correction. Ce n'est pas un virus, hein. C'est un parasite. C'est un parasite, mais c'est la confusion. Merci. De manière spécifique, c'est un protiste. D'accord? Donc, ça, c'est une correction très importante. Donc, c'est très bien ce que vous avez dit. Donc, maintenant, la question, c'est de savoir, au niveau des anticorps monoclonaux, quels sont les anticorps monoclonaux qu'on peut développer? Et ça, c'est une question que je laisse ouverte pour provoquer, en fait, votre intérêt et vous dire, est-ce qu'on ne peut pas envisager l'immunothérapie dans le cadre de la lutte contre le palu? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser l'immunothérapie, l'utilisation des anticorps monoclonaux dans le cadre du traitement, par exemple, de l'ulcère de Bureli? Vous avez entendu parler de l'ulcère de Bureli? OK. Alors, on ne va pas en parler là maintenant, mais j'ai envie de réserver une session ou une partie de session pour parler de l'ulcère de Bureli, qui est un problème au Gabon, qui cause les plaies inguérissables. Mais ça, c'est une autre histoire. OK? Je vais vous parler de cette maladie dans un autre contexte. Avançons d'abord. Alors, donc, il faut savoir que l'immunothérapie peut être utilisée pour traiter les agents infectieux. Maintenant, la production de produits du système immunitaire, y compris les anticorps, peut être utilisée à des fins de diagnostic pour savoir si on est infecté par une maladie X ou Y. Dans ce cadre, par exemple, vous avez des tests cutanés qu'on appelle tuberculine ou PPD test. OK? On l'appelle aussi le test de Mantoux. Ce test de Mantoux, il est utilisé typiquement au niveau du bras pour voir si une personne a été infectée par Mycobacterium tuberculosis. Maintenant, dans le test cutané de la tuberculose, ce test cutané qui est souvent fait quand on voyage, par exemple, si vous partez du Gabon pour ici les États-Unis, avant de partir dans une salle de classe, techniquement, on va vous faire le test de Mantoux, OK? Pour savoir si vous avez été exposé, si vous avez eu la tuberculose. Mais le problème, bon, parlons d'abord du test de Mantoux. Alors, donc vous avez une injection, OK? Et cette injection contient des fragments de Mycobacterium tuberculosis. Et donc, ces fragments de Mycobacterium tuberculosis qui ne sont pas l'agent vivant, mais ce sont des fragments de cellules de Mycobacterium tuberculosis, vont créer une réaction. Cette réaction n'est rien d'autre qu'une inflammation. OK?
cette inflammation va être réduite si vous n'avez jamais été exposé à l'agent Mycobacterium tuberculosis. Par contre, si vous avez déjà été exposé à l'agent Mycobacterium tuberculosis et que vous avez développé des anticorps, à ce moment-là, la réaction inflammatoire va être énorme. Alors, on va mesurer le diamètre de la réaction et il est établi que de manière générale, lorsque la personne n'a jamais été, n'est jamais rentrée en contact avec Mycobacterium tuberculosis, cette réaction est faible. Donc, on va mesurer en termes de millimètres le diamètre de la réaction. En dessous d'un certain diamètre, on va dire que ça, c'est une réaction inflammatoire normale. Maintenant, au-delà d'un certain diamètre, on va dire que là, ce n'est pas simplement une inflammation, une réponse inflammatoire normale, mais en plus, il y a les anticorps qui viennent et agissent ici. Et s'il y a des anticorps qui viennent et agissent, ça veut dire qu'il y a eu exposition avant. Et donc, probablement, vous avez la tuberculose. Et une fois que c'est établi, vous allez recevoir un examen de rayon X au niveau de vos poumons pour savoir si vous avez une tuberculose pulmonaire. OK? Et si c'est avéré que vous avez une tuberculose pulmonaire, à ce moment-là, vous allez prendre un traitement contre la tuberculose. Et je ne vais pas développer dans ce traitement-là. Et pour votre information, en fait, ma thèse, je l'ai faite sur la tuberculose à l'Institut Pasteur de Lille, dans le nord de la France. D'accord? Mais fermons cette parenthèse. Alors, le test de Mantoux est un test immunologique qui permet de mettre en lumière si vous avez été exposé à un agent infectieux ou non. OK? Et le même principe, on peut l'étendre à d'autres choses.